Donc actuellement, je suis en dernière année de master en missiologie et implantation d'église à Vaux-sur-Seine. Donc vraiment à cœur la missiologie au près et au loin. En tant qu'auprès, ça fait en 2019, j'ai implanté une première église. Là, depuis 2025, j'ai implanté une deuxième église. Je suis aussi actuellement pasteur dans une église institutionnelle, dans un but de multiplier. Mais voilà, on se rend compte qu'il y a un peu de défi de vivre la multiplication depuis une église institutionnelle. Donc voilà un petit peu, et j'enseigne beaucoup au milieu de la jeunesse. Je suis là en tant que coordinateur ou directeur de la jeunesse du réseau évangélique suisse. Donc je m'occupe de coordonner ce qui se passe pour la jeunesse en Suisse romande. Je ne porte rien. J'essaie d'être une plateforme pour que toute œuvre puisse avoir une place et en même temps aussi que toute église et fédération puissent communiquer entre elles. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est de pouvoir dire à la jeunesse attention à l'église locale et de dire aux pasteurs attention à la nouvelle génération qui ne viennent plus dans vos églises locales. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment sur mon cœur. On va essayer de voir un peu ça aujourd'hui. Donc, effectivement, une génération Z, c'est le thème, comment impliquer les jeunes dans la mission aujourd'hui. Une Gen Z flexible dans l'espace, c'est la première génération. En fait, cette génération Z qui vit pleinement dans le numérique. Elle est née dans le numérique, elle vit pleinement dans le numérique. Donc, ça change par rapport aux anciennes générations. Donc, il y a une hyper-connexion permanente. Il y a un accès massif à toute l'information. À l'époque, on avait plutôt le journal qu'on choisissait ou pas de lire. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ces jeunes, même s'ils sont sur Internet en train de vouloir scroller sur leur écran pour regarder leur passion, que ça soit du sport, que ça soit de l'art ou que ça soit quoi que ce soit, au milieu de tout ça, au travers des algorithmes, se glissent des informations politiques, scandales, plein de choses. Donc en fait, ils sont obligés d'être confrontés à ça. Donc au final, ils sont influencés par ces réseaux, ils sont influencés par tout ça. Et ça crée donc une ouverture au monde, bonne ou mauvaise, à nous de chacun de se faire une opinion. Mais en tout cas, ça ouvre quelque chose dans leur perspective. Mais au final, ce que ça ouvre aussi, c'est une fragilité accrue. On sait que le problème, la maladie actuelle, c'est la santé mentale. On se rend compte, j'ai mon épouse qui se forme en relation d'aide. Dans le nombre de camps où on va en tant qu'orateur, le nombre de jeunes qui s'approchent de ma femme ou de moi avec des problèmes de santé mentale, avec de l'anxiété, avec de la crainte, qui ont besoin de partager, c'est juste énorme. Et ça n'arrête pas. Donc voilà, on sent que cette anxiété, elle est vraiment présente. Quelque chose qui se passe d'assez important, c'est de comprendre qu'on passe d'un profil en ligne pour les plus anciens Facebook. C'est quand on parle à la nouvelle génération Facebook, c'est pour les vieux. Mais ce que j'essaie de leur faire comprendre, c'est que si TikTok existe, c'est parce qu'un jour Facebook existait. C'est juste l'ancêtre de TikTok, si on peut le dire comme ça. Donc voilà. Mais c'est avant, pour les plus anciens, même encore ma génération, c'est simplement un profil, une vitrine de toi qui est sur Internet. Ce qu'on appelait en fait le web 2.0, c'est cette dimension où j'ai une partie de moi qui est sur Internet, mais c'est pas moi. C'est bien la vitrine que je veux. Mais aujourd'hui, on doit prendre conscience d'une chose qui est importante. Le jeune, il est dans la dimension du web 3.0. Et ce web 3.0, en fait, devient ton identité numérique. On va le voir plus tard, ça pousse à l'avatarisation. Mais en fait, ce web 3.0 fait que ton identité n'est plus uniquement toi-même dans le vivant avec ce que je veux bien représenter de moi ou pas sur Internet, mais c'est qu'en fait, cette partie qui est sur Internet, c'est aussi moi. Donc c'est très compliqué à comprendre. Je peux voir déjà des sourcils qui posent des questions, je comprends. Mais pour eux, c'est la norme. C'est plus moi versus mon profil. Aujourd'hui, c'est vraiment un moi étendu. Ça veut dire qu'il y a le moi présent ici de ce que je vis dans ma réalité, que ça soit mes études, que ça soit ma famille, mon quartier, mes amis, mon club de sport ou ce genre de choses. Mais en même temps, ce qui se passe sur Internet, c'est moi aussi. Qui pour nous, peut-être plus ancienne génération, ce qui se passe, c'est sur le mur Facebook ou c'est sur les réseaux sociaux, c'est bien ce que les gens veulent voir et puis c'est un passe-temps. Non, non, puis on a une autre vie à nous, mais pour cette génération, c'est ça qu'on doit comprendre qui est ultra important, c'est que c'est la même chose. C'est la même chose. Ils ont un peu une identité multiple. Une identité multiple, là j'ai mis à facettes, mais c'est vraiment une identité multiple. Ça veut dire que autant ils ont une dimension fragmentée de leur identité, donc ça veut dire qu'ils peuvent avoir une manière d'être sur Internet, une manière d'être dans leur collège, une manière d'être dans leur famille, pour les chrétiens peut-être encore une manière d'être dans leur groupe de jeunes, encore peut-être une autre dans l'église. Il y a toute une manière qui est comme fragmentée dans différents espaces avec différents codes.
Ils sont un peu des pôles, ils savent se faire de tout à tous. Mais c'est peut-être pas pour les bonnes raisons, plus pour l'appartenance, mais en même temps, ils ont aussi cette dimension qui est continue. Ça veut dire que tout est connecté, tout est en lien. Ils n'arrivent pas à faire la séparation, même si elle est présente. Il y a quelque chose en eux qui fait qu'ils n'arrivent pas à faire la séparation entre ce qui se passe chez moi, ce qui se passe dans mon école, ce qui se passe dans mon église, ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ça devient un flou complet pour eux. Et quand je discute avec ces jeunes, je discute dernièrement avec des jeunes 17, 18, 19 ans, j'avais ces 3 jeunes en face de moi, il y a un flou total dans qui ils sont. Et ce que je me rends compte pour des jeunes chrétiens, en tout cas qui fréquentent les groupes de jeunes, pour la plupart disent, il y a un endroit où je suis vrai, c'est dans mon groupe de jeunes. Au moins, je peux être le vrai moi. Alors, ils reconnaissent quand même que dans le groupe de jeunes, il peut y avoir un style vestimentaire, il peut y avoir quelques codes qu'il ne faut pas oublier du monde pour être quelqu'un. Donc, il y a quand même encore cette pression qui rentre là, mais en tout cas, au niveau de leur authenticité, ils peuvent être plus vulnérables, plus vrais, ils sentent qu'ils peuvent confesser leurs péchés, partager ce genre de choses. Et ça, c'est complètement fou, cette identité à multiples facettes, d'être en même temps dans ce fragmenté, mais en même temps, c'est continu, et c'est ce qui les amène à se perdre complètement. J'ai mis paradigme, je me posais la question si paradigme c'est juste ou si c'est plutôt paradoxe, je vous laisserai, moi, c'est pas forcément ma force. Il y a des personnes qui sont plus forts pour ça, mais en tout cas, j'ai mis ça en tant que paradigme, c'est que c'est ces jeunes chrétiens, il y a un vouloir pleinement d'être vraiment qui ils sont dans ces groupes de jeunes, alors qu'en même temps, sur les réseaux sociaux, ça les pousse à quoi? À montrer une autre image de qui ils sont vraiment, mais l'image qui passe auprès des autres. Et c'est complètement fou de prendre ça en compte. C'est qu'ils se sentent obligés de se créer une identité, de se créer un quelqu'un, alors qu'en même temps, le désir profond, c'est ce qu'ils vivent dans un groupe de jeunes et de pouvoir être vraiment qui ils sont. Et ça, ils en ont conscience, mais ils ne savent pas comment sortir de là. Et des fois, je trouve qu'on tape un peu sur les doigts de ces jeunes, mais est-ce qu'on arrive à prendre conscience de cette difficulté à laquelle ils font face continuellement? Et au final, ce que je me rends compte, c'est qu'ils ont une envie d'être authentiques dans quelque chose, où ils se sentent bien dans le groupe de jeunes. Et on va un peu en parler de ce Quiet Revival, donc ce réveil silencieux. On a entendu ça en Grande-Bretagne, c'est remis en question en Suède, aussi dans l'Église catholique en France. C'est remis en question parce qu'on va peut-être regarder avec un certain prisme, de se dire oui, mais il n'y a pas de jeunes dans nos églises. Mais si on regarde dans les groupes de jeunes, il se passe quelque chose. Il y a une volonté d'être ensemble, je peux vous témoigner, c'est un peu plus loin. Il y a plein d'endroits où il se passe la multiplication. Mais en fait, ce gouffre qui est en train de se créer entre le groupe de jeunes et l'Église est dû au fait qu'ils ont tellement soif d'authenticité. Je m'excuse, je vais choquer, hein, mais ces jeunes-là, quand on leur pose la question, pour eux, l'Église est remplie d'hypocrites et non de gens authentiques et vulnérables. Donc en fait, ils sont complètement perdus face à la chrétienté. Ils sont perdus face à ça. Au moins, en groupe de jeunes, ils se comprennent. Ils ont la même réalité. Et je pense qu'ils sont bien plus confrontés à des moments au courant du monde, avec tout ce que ça comporte. Parce que dans leur école, suivant en France, encore avec la laïcité, en Suisse, on a un petit peu encore gardé, mais ces jeunes, ils sont face à des choses ils viennent vers nous des fois, pasteurs ou autres, avec plein de questions. C'est pas forcément comment leur répondre. On essaie de poser des réponses, mais eux, ils sont dans le concret. Et ils ne voient pas, chez nous, peut-être plus âgés, cette vie, cette authenticité entre ce qu'on prêche et ce qu'on vit réellement, et alors qu'eux sont confrontés à ça. Et ils sont complètement perdus. Ils ont envie de pouvoir être acceptés de partout, avoir des codes, avoir des langages, et en même temps, ils savent bien, avec Christ, qu'il y a quelque chose à faire, à vivre. Mais malheureusement, leur engagement ecclésial se fait de plus en plus faible, parce qu'ils ne voient pas ça dans les églises, peut-être dans les œuvres aussi, justement. Je ne sais pas si vous êtes là, il y a peut-être un questionnement par rapport à cette génération. La fin de la séparation entre le offline et le online. Donc, online, être en ligne, offline, être hors ligne. Pour les générations précédentes, toute la dimension d'Internet était un outil, était un espace séparé du réel, était, moi j'ai connu encore quand tu n'avais plus de téléphone à la maison. Si tu branchais Internet sur l'ordinateur, ton téléphone ne pouvait plus sonner. Donc il y avait quelque chose de complètement
Bizarre pour cette génération qui, eux, aujourd'hui, Internet, c'est le réel. C'est la prolongation du monde. Avant, pour voir ce qui se passe, on avait le téléjournal, où on avait justement le journal papier, on devait s'intéresser, il y avait quelque chose d'ailleurs, alors qu'aujourd'hui, en fait, c'est ici, avec cette dimension d'Internet qui fait partie du réel. On parle parfois de réalité augmentée sociale ou de continuum numérique. C'est cette dimension qu'il n'y a plus de séparation. C'est une seule chose. Et pour nous, ça peut paraître complètement absurde parce que dans notre tête, dans notre condition, c'est séparé. Il y a Internet, on sait qu'il y a de la fake news, on sait qu'il y a tout ça, mais en fait, le vrai, il est ici. Mais comment faire pour que nous, on puisse comprendre comme eux qu'en fait, eux, il n'y a pas de séparation. Tout est un continuum. Et c'est difficile à comprendre. Quand je discute avec des jeunes et des moins jeunes qui ont vécu l'harcèlement scolaire, il y avait une séparation entre ce qu'on vivait à l'école, le harcèlement, puis on rentre à la maison, on peut prendre la tristesse avec et tout ça, mais ça s'arrête. Aujourd'hui, en fait, le fait que ça soit en ligne, ça continue une dispute dans l'autre sens, qui est en ligne, ce qu'on appelle aussi les haters sur Internet, donc c'est tous les gens qui mettent des commentaires sur les vidéos, sur les photos, haters dans le sens, j'ai de la haine, j'ai de la méchanceté et puis je te casse. En fait, la personne qui va recevoir ça, elle se dit pas, ouais, bon, c'est sur Internet. Elle le prend personnellement pour elle, dans sa réalité. Tout ce qui est reconnaissance, on peut poster quelque chose sur Internet, quelqu'un nous dit c'est très joli, on s'en fiche, c'est sur Internet, peut-être qu'on l'a mis pour ça, mais ça va moins nous toucher. Pour eux, toute leur valeur n'est pas forcément dans le réel. Si je te dis waouh, c'est beau ce que tu fais, c'est bien, toute la dimension d'Internet prend de la valeur. Donc leur identité vécue n'est plus que juste terrestre dans la relation, mais aussi au travers d'Internet. Donc, le problème, c'est qu'ils vont poster beaucoup de leur vie sur Internet. Et sur Internet, c'est tellement facile d'être découragé, d'être insulté et d'être malmené. Donc, comme c'est leur vérité, ces jeunes-là, s'ils n'ont pas un amour de notre part, un encouragement de notre part, ces jeunes, ils ont besoin de père et de mère spirituels. Et là, je fais un appel à vous, à nous. On a besoin d'être comme des pères et des mères spirituels. Moi, 36 ans, génération Y, ça me fait bien du bien quand mes mentors, ils me tapent sur l'épaule puis on me dit, c'est bien, mon gars, continue. J'en ai besoin. Peut-être même vous, dans d'autres générations, vous avez quand même encore besoin de ces encouragements. Peut-être que c'est moins dans vos générations parce qu'on l'a peut-être pas fait avec vous. Mais excusez-moi, c'est pas une raison pour pas le faire. D'autant plus que cette génération-là, elle a besoin de ça. Parce que ce qu'elle vit dans son réel, c'est-à-dire le continuum avec le numérique, c'est qu'ils sont continuellement découragés, comparés, et ils ont juste besoin de personnes qui les aiment et qui les encouragent pour qui ils sont. Parce que leur identité n'est pas déterminée par ce qui se passe sur Internet, leur identité elle est déterminée par Dieu, mais aussi au travers de nos relations et de nos amours. C'est ce problème de l'avatarisation. Donc c'est une exploration de soi en fait, avec le fait d'être avatarisé. Donc quand on dit sur Internet un jeu vidéo, on a un avatar ou ce nom de profil, soit on met Jérémy Magnona sur Facebook, soit on peut créer un petit personnage, une petite personne qu'on aurait envie d'être. Donc en fait, on teste des identités, on teste des styles, on teste même des genres. Aujourd'hui, on peut tout tester, on peut tout remettre en question. Donc en fait, ils peuvent expérimenter sans contrainte physique. Ils peuvent tester des choses sans le faire pleinement ici. Ils peuvent se faire passer pour quelqu'un d'autre. Au final, ça amène à cette multiplicité. C'est plusieurs versions de soi-même. Et ces jeunes se perdent là-dedans. Parce qu'au lieu d'être vraiment eux, assumés, puis faire une vitrine d'eux sur Internet, ils mettent en place des choses pour tester de voir s'ils n'ont pas plus d'influence. Parce que peut-être que dans leur collège, dans leur lycée, ils sont rien, ils sont mis de côté, ils ne sont pas aimés. Tandis que sur Internet, avec les filtres, avec l'IA, avec tout ça, on peut améliorer nos photos, on peut améliorer nos styles de vie et on peut être quelqu'un. Et au final, qui suis-je vraiment? Donc cette mise en scène qui se contrôle son image, on se crée une histoire de vie. Tout ça fait que ces jeunes se perdent dans une identité que la Bible nous amène tellement à nous parler de notre identité d'enfant de Dieu. Et cette partie numérique est en train de détruire cette identité-là. Et attention, parce qu'on aurait tendance à leur dire « mais tout ça c'est du fake, tout ça c'est faux ». Et en fait, c'est un autre mode du réel. C'est le réel actuel de cette génération. C'est pas parce que ça nous dépasse que c'est faux. C'est pas parce qu'on n'a jamais vécu comme ça que c'est faux. C'est une nouvelle réalité.
Et en missiologie, il faut la contextualisation. Et la contextualisation, là, elle est auprès, elle est dans une génération qui arrive. Je discutais dernièrement dans un groupe de jeunes où on parlait de l'évolution qui est tellement rapide. Encore l'autre jour, je rigolais, j'avais un senior devant moi, et c'est un peu cette nouvelle mode des pantalons qui arrivent un peu au-dessus de la cheville, comme ça, là. Et je voyais ce senior là-dedans, et moi, je me rappelle quand j'étais petit, une expression suisse, peut-être qu'elle se dit en France, quand on avait les pantalons trop courts, je rigole déjà, on disait « t'as l'eau à la cave ». T'as de l'eau à la cave. Ça veut dire que dans ta cave, il y a de l'eau, puis il fallait remonter tes pantalons. Et puis, en fait, c'était la honte d'avoir des trucs comme ça. Et je vois ce senior-là, l'autre jour, qui a les pantalons courts, donc il y a l'eau à la cave, comme on dit chez nous. Et je me dis, mais lui, c'est sûr qu'il y a 30 ans en arrière, c'était le premier à critiquer ça. Et aujourd'hui, le gars veut être in. Et en fait, il y a une accélération de la mode. Et en fait, cette mode, elle évolue. Moi, aujourd'hui, quand je suis assez fan de basket, ce qu'on appelle sneakers dans le langage. Et tous les vendeurs aujourd'hui de sneakers, dans les passionnés, quand je rentre, plus ou moins mon âge, on a la même passion. Et on a le même constat, c'est de voir que ce que ces jeunes ont au pied, c'est ce qu'on appelle dans nos langages les dad's shoes. Donc, c'est les shoes du papa. Et on dit tous ça, c'est ce que nos pères portaient quand on allait au badminton ou au tennis jouer avec eux. Mais aujourd'hui, c'est la mode pour cette génération. Et en fait, cette mode qui évolue, avant, elle prenait un certain temps. Parce que ça se passait peut-être aux États-Unis, ça se passait peut-être ailleurs, et le temps que ça arrive chez nous, il se passait du temps. Aujourd'hui, comme tout est connecté, tu n'as pas le temps d'avoir acquéri une nouvelle mode, qu'en fait, il y a déjà quelque chose qui se passe ailleurs, et avec les réseaux, ça arrive déjà chez toi. Et toute cette mode-là, j'ai discuté avec ces groupes de jeunes, pour eux, avec ces jeunes dans ce groupe, c'est très difficile à gérer. Parce qu'en fait, si tu veux être in, si tu veux être à la page, il y a tellement tout qui vient de partout en même temps comme information, ils savent même plus en quoi s'identifier. Parce que tu es très vite démodé. Moi, je me dis, pour eux, leur mode là, elle est démodée, c'est ce que mon père portait. Mais parce que j'ai encore une autre vision et je ne suis pas à courir après les modes. Mais je comprends quand je discute avec eux, quand ils me disent, en fait, tout va trop vite. Tout va trop vite. Toute cette mode, toutes les nouveautés, tous ces défis, ces fameux buzz sur Internet avec les hashtags que les jeunes veulent faire, courent dedans parce qu'il faut être à la mode. En fait, ils sont sans arrêt dans leur tête, dans leur manière de vie, attirés par ce qui se passe. Et ils doivent le vivre. Ça va beaucoup trop vite. Et tout ça, ça a des conséquences. Ça a des effets sociologiques majeurs. Donc la culture du digital change. Ils vivent dans un monde rapide, le tout de suite. Ça amène vraiment cette dimension un peu ce qu'on pourrait des fois appeler l'enfant roi, hein, mais c'est le tout de suite. J'ai mes droits, j'ai mes besoins, j'ai mes envies, donc. Il y a le côté visuel. L'effet d'Internet rend que tout est waouh. C'est vite vu, si tu postes sur Internet et que c'est pas waouh, c'est nul. Donc ça veut dire que ta culture fait que ton visuel change. Tout doit être waouh. Et le côté interactif. En fait, je peux participer à toute chose depuis chez moi. J'ai plus besoin d'être en contact, j'ai plus besoin d'être en relation. Donc encore, ça amène un problème, c'est un décalage énorme entre cette culture du digital et la réalité. Ensuite, l'intensification du regard social, exposition permanente, donc comparaison, qui est constante, une pression à exister et à performer. La culture du vu, enfin, du like, du pouce bleu. Il y a une culture là derrière qui les pousse à être tout le temps dans la performance, ce qui amène une fatigue mentale et une anxiété. Est-ce que je serai assez bien? Toujours, il faut faire mieux. Il faut faire les défis sur Internet. Il faut que je garde mes followers, donc ceux qui me suivent, qui sont mes followers, mes amis, pour les gens de Facebook. Les amis se sont transformés en followers. Le seul follower, il faut suivre Jésus. Mais le problème, c'est que, de nouveau, cette dimension de je suis, un follower, ça va même plus loin, je trouve. Bref, la génération Z, elle est stressée, anxieuse. Elle est en quête de sens, mais elle est ultra fragile. Et ce sens, elle le cherche où? Sur le digital, parce que c'est ce qu'elle a à portée de main. Mais au final, c'est pas la bonne quête. Et ce qu'ils voient, les rend vraiment anxieux. Donc, conscience aiguë des crises, parce qu'ils sont confrontés à tout ça. Les crises du climat, les inégalités économiques, les inégalités humaines, les incertitudes géopolitiques, les scandales. Tout ça, ils le voient sur Internet. Ils ne peuvent pas passer à côté. Avant, on lisait le journal,
Si tu n'aimes pas la page des sports, ben, tu lis pas les sports. Si tu veux pas lire une page, tu lis pas une page. Tu la tournes juste. Il n'y a pas un gars qui va venir te la glisser derrière pour être sûr que tu la vois. Ce qu'on doit comprendre, c'est que les algorithmes sont faits pour que même si tu veux pas voir ça, ça reviendra. Vous avez beau essayer de trafiquer vos algorithmes, il y aura toujours des choses qui vont revenir. Et en fait, ils sont face à ces crises. Donc, anxiété et dans toute cette crainte-là, ils sont dans une quête de réconfort, de validation. Ils sont en quête d'amour, de relation, d'amitié. Obstacle aussi à l'engagement envers les institutions, envers l'Église, envers les œuvres. C'est que ces scandales, en fait, ils voient tellement de scandales partout. Même sur Internet, on voit les scandales d'Église. C'est qu'ils n'ont plus confiance en grand-chose. Ils sont méfiants de tout. Donc on a beau avoir des grands discours, mais ils voient tellement d'hypocrisie partout. Il n'y a plus de confiance. Il n'y a plus de confiance. Et du coup, ça amène une révolte envers les autorités. Ils voient l'autorité complètement différemment. Ne faisant plus confiance à ces églises, à ces organisations, ben, on le voit actuellement. Dans nos églises, on a un manque de jeunes. Cette génération, elle manque. Elle n'est plus là. Donc, pourquoi en fait m'engager dans une église, m'engager dans une œuvre si j'ai pas confiance aux gens, j'ai pas confiance à l'autorité, j'ai pas confiance au leadership? Et c'est là où ce qui m'interpelle dans ce qu'on appelle le Quiet Revival, c'est de me dire, en fait, ces réveils silencieux. J'entends beaucoup de personnes me dire « Ah mais non, il n'y a plus de jeunes dans nos églises, mais on ne peut pas parler d'un réveil parmi les jeunes. » Mais si je vais en Suisse, j'étais il y a 2-3 semaines au Jugendforum, donc c'est la partie alémanique, où les œuvres sont représentées aussi pour la jeunesse et tout ça. Et ils parlaient de ce qui est en train de se passer en Suisse allemande, et j'ai aussi 2-3 exemples en Suisse romande. J'ai envie d'en donner un, parce que c'est pas très connu, ça s'appelle Box Up Crime, c'est un ministère de boxe dans les rues qui est venu de Londres, où ils vont chercher des non-chrétiens pour faire de la boxe, ils se tapent pas dessus, ils se tapent dans les pattes d'ours. Donc ils font un entraînement, ils font les exercices, puis à la fin ils font le cycle time, où ils parlent ensemble de Dieu, ils parlent de l'évangile, donc la plupart c'est des musulmans qui vont, des jeunes de cité qui ont juste envie de se défouler, et comme le côté boxe c'est quand même un truc assez rigueur, ben ils ont énormément de monde, sur 5 à 7 lieux en Suisse romande, ils ont entre 250 à 300 jeunes qui se rejoignent chaque semaine pour faire ces cours, et c'est 80% de non-chrétiens. Les seuls chrétiens qui sont là, c'est des serviteurs qui sont engagés pour le leadership, qui sont coachs, qui sont staff pour les accompagner dans la prière. Et ils voient une multiplication. J'ai discuté avec un pote qui est pasteur, qui a 4 implantations. Dans ces 4 implantations, il a 15 jeunes qui se forment en théologie, qui ont soif, mais que lui accompagne. Donc, on voit quelque chose qui se passe en région alémanique aussi. Ils sont passés de 300 à 1200. Alors, bien sûr qu'il y a un peu du transfert de groupes de jeunes, parce qu'il y a plus de monde, donc les jeunes vont aussi, mais ils se sentent tellement bien qu'ils peuvent amener leurs amis non chrétiens. Ils sont en train de... Il y a ça, mais effectivement, ils ne sont plus dans les églises. Pourquoi? Pourquoi? Alors, c'est aussi la question qu'on est là, c'est aussi notre boulot à tous de réfléchir à ça. Moi, je pense qu'on doit vraiment revoir notre fonctionnement du on a toujours fait. Si on est dans la mission, et puis qu'on se rappelle de nos cours de missiologie, la contextualisation, est-ce qu'on est en train de contextualiser ces jeunes? Est-ce qu'on prend vraiment conscience de tout ça? Il y a tout un travail qui est fait aussi en Suisse, en collaboration entre le réseau évangélique suisse et la HET Pro, donc il y a une école théologique. C'est le pastorat 2.0. Peut-être se poser la question comment on va voir le pastorat d'ici quelques temps. Je sais que ce n'est pas le cas à Vaux-sur-Seine, là où j'étudie, mais en tout cas, autant en start-up, et Myrine est aussi prof et à la HET à la start-up. Moi, je donne des cours que à la start-up. Quand je pose la question aux étudiants qui veut être pasteur, j'en ai 1 sur 13 qui lève la main. Donc voilà, pourquoi se forment-ils en théologie? Parce qu'ils ont envie d'être responsables dans l'Église, ils ont envie de servir l'Église, mais pas plus comme un couteau suisse pasteur qui fait tout, mais ensemble, dans du collectif, dans du ensemble. Ils ne veulent plus ces responsabilités-là. Donc ça veut dire qu'au début, on parlait d'une crise de la vocation. On disait, en fait, il n'y a plus de pasteurs. Puis en fait, dans cette étude-là, on s'est rendu compte qu'il fallait changer de vocabulaire. Ce n'était pas une crise de la vocation, mais une crise de modèle. C'est le modèle qui pose peut-être problème. Alors, il ne faut pas tout jeter, mais je pense qu'il faut réfléchir avec cette génération. Il faut les écouter. Ensuite, l'accélération du statut social. Comme on devient visible très vite, il y a une réussite et un échec qui est public. Donc, le fait
d'être sur Internet, ben, l'engagement nous montre qu'on peut ou réussir vite ou échec vite. Mais comme ils voient beaucoup de crises, comme ils voient beaucoup de problèmes, c'est la crainte qui prend le dessus. Donc il y a davantage de peur à s'engager. Et si je n'y arriverai pas? Et si je passe pour un clown? Et en fait, mon avenir, il est détruit. Donc, ça pose problème. Frontières qui deviennent très fines, voire inexistantes entre le privé et le public, le travail et le loisir, le réel et le virtuel. Pour eux, il y a tout qui se mélange avec ces frontières-là. Nouvelle forme de capital social, justement, plus j'ai de followers, plus j'ai de pouvoir, plus j'ai de visibilité sur Internet, plus j'ai de ressources. Et puis au final, cet avatar qui est un peu moi, en prolongation de moi sur les réseaux, ben, ça peut avoir plus de poids et plus d'importance que ma personne physique. Peut-être que je suis plus quelqu'un sur les réseaux que là. Donc pourquoi j'irais m'engager dans quelque chose alors qu'en fait je cartonne sur Internet? C'est complètement fou. Perdre des valeurs, une ouverture au relativisme moral. Il y a une confusion qui est énorme aujourd'hui à propos des valeurs, à propos de la morale. On parle justement de ce relativisme moral. Aujourd'hui, chacun a droit à sa propre vérité. On a le droit de croire en ce qu'on veut. On a plusieurs théories dans les siècles qui évoluent. Théorie du genre, théorie des sciences humaines, sciences sociales. Mais en fait, avec ce postulat du relativisme moral, on perd la notion du bien et du mal. Quand même citer la parole de Dieu, Ésaïe dans le chapitre 5, 20-21, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Paul va nous interpeller à ne pas nous conformer au siècle présent. Mais aujourd'hui, ces jeunes sont pleinement confrontés à ce que le mal est appelé bien. Et je crois que nous, des fois, ancienne génération, déconnectés peut-être un peu du monde séculier, est-ce qu'on se rend vraiment compte qu'aujourd'hui, le mal, on est en train de l'appeler bien? Et peut-être que si on s'en rend compte, deuxième question, est-ce qu'on arrive à être dans la compassion de ces jeunes qui sont vraiment confrontés dans leur quotidien, dans leur cours, ce qu'on leur enseigne, qui sont confrontés à ça en tant que chrétiens, en malaise total. Moi, je discute avec des jeunes, mais ils ne savent plus quoi faire en classe. Ils auraient envie de se lever, partir. En Suisse, il y a des écoles, ils n'annoncent plus aux parents quand c'est qu'il y aura l'éducation sexuelle, parce qu'ils veulent être sûrs que les enfants entendent qu'ils puissent changer de genre, et puis s'il y a des problèmes et tout. Donc les parents ne savent plus comment faire. Ils disent, mais nous, on veut être informés de ce genre de choses, parce qu'il y a des choses qu'on n'est pas en accord. Non, non, mais vos jeunes doivent entendre ce qui se passe. Parce que relativisme moral. Ces jeunes sont confrontés à ça. Ici et là-bas en même temps, donc justement, cette Gen Z dans ce numérique, tout est pleinement réel. Ce qui se passe là-bas se passe ici. Moi, il y a quelque chose, en fait, ça m'a fait cette sensation peut-être qu'à vous aussi. Moi, le Covid, c'est la première fois que je me dis ce qui se passe en Chine peut se passer chez moi. C'est la première fois qu'au niveau des news, je me suis dit, waouh, punaise, ce qui se passe là-bas, en fait, aujourd'hui, ça vient chez moi. Au début, on n'y croyait pas trop à ce truc. Et au final, c'est arrivé là. Pourtant, c'est dans les journaux, mais c'est dans les autres villes. Mais en fait, cette génération, elle est née, en fait, dans ce qu'il y a là-bas, c'est ici. Et aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler, j'ai peut-être que oui, de ce drame à Crans-Montana qu'on a eu en Suisse en début d'année, cet incendie-là. Énormément de jeunes, Gen Z. Et ce qui s'est passé dans les écoles romandes, même si des jeunes n'avaient pas d'amis qui étaient là-bas, il y a eu des troubles psychologiques dans nos écoles. Ils ont dû mettre des psychologues à disposition de ces jeunes parce que ces jeunes se sont dit, mais en fait, c'est comme si j'y étais. Parce qu'au travers des images, je ne sais pas ce que ça procure en eux, mais c'est comme s'ils y étaient. Et c'est comme s'ils ont vécu le truc en se disant, mais ça aurait pu être moi. Et en fait, psychologiquement, ils sont complètement atteints. Alors qu'ils n'avaient pas d'amis à eux, pas de famille, ils connaissaient personne. Mais ça vient les atteindre. Parce que ce qui se passe là-bas se passe ici en même temps. C'est pas une confusion, c'est un peu une double conscience. Nous, on pourrait se dire, ils sont un peu confus. En fait, il y a une double conscience chez eux. Il y a quelque chose qui est fait qu'on doit comprendre. Ce qu'on observe, c'est pas une déconnexion du réel. Nous, on pourrait se dire peut-être, ouais, mais ils sont déconnectés de la réalité, ils vivent que sur Internet. Oui, c'est notre regard. Mais en fait, eux, ils vivent simplement dans une extension du réel au travers du numérique. Et tout ça, peut-être que vos têtes fusent, je comprends. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Mais justement, on est appelé à creuser.
La Gen Z, elle ne vit pas entre deux mondes. Elle est dans un monde qui est hybride pour nous. C'est pas deux mondes différents, c'est un truc hybride qu'on doit chercher à comprendre. L'Europe, aujourd'hui, c'est le premier endroit à évangéliser. Je sais que je parle à des gens qui ont à cœur la mission au loin, et il faut autant la mission au loin que la mission auprès. Mais en fait, il faut vraiment contextualiser et comprendre aujourd'hui ce monde hybride dans lequel on est. L'avatarisation, c'est pas une fuite de la réalité. Alors bien sûr qu'il y a des jeunes qui sont en fuite de leur réalité, mais c'est surtout habiter une réalité qui est complètement élargie, où une identité circule entre le physique et le numérique sans rupture, sans différence. Et au final, c'est tout un paradigme qui est énorme, ou un paradoxe, entre cette notion de Web 3.0 et cette recherche d'authenticité radicale. Moi, j'aimerais finir là-dessus et vous interpeller là-dessus. Ces jeunes, ce qu'ils ont besoin, c'est qu'on prenne du temps avec eux. C'est qu'on les aime. C'est qu'on les écoute. Ils ont besoin de pères et de mères spirituels. Paul, s'il est là, si on connaît Paul là où on en est, bien sûr qu'il y a l'appel du Seigneur. Mais Barnabas y est pour beaucoup de choses. Barnabas a cru en ce jeune dans lequel Jérusalem en avait un peu trop peur. Il est allé le chercher, il lui a donné la place. Et j'ai toute une prédication là-dessus et c'est tellement intéressant de comprendre. C'est Barnabas et Saul, Barnabas et Saul, tout d'un coup Paul et Barnabas. Ah tiens, pourquoi c'est de nouveau Barnabas et Saul? Ah, mais ils sont à Jérusalem. Et après c'est de nouveau Paul et Barnabas. Il y a un père qui se met devant et qui protège Paul à Jérusalem. Est-ce qu'on est prêt à protéger ces jeunes? Est-ce qu'on est prêt à les prendre sous notre aile? Et à payer le prix comme un père pour ses enfants, ou une mère? Ils ont besoin d'authenticité. Ils sont tellement formatés à cause des réseaux sociaux. Ils ont un langage, tout ce qui est discours, tout ça pour eux, c'est rempli d'incohérences. Et on doit être cohérent pour eux. Ils veulent du vrai, du vécu, de l'authenticité. Ils veulent être vulnérables. Moi, quand je prends ces jeunes et que je discute en un à un, c'est des livres ouverts. Il faut juste qu'ils sentent l'amour et la confiance. Puis leur poser la question, toi, tu verrais les choses comment? Puis quand on commence à dialoguer avec eux, moi, ce que je vois, c'est qu'on peut bâtir ensemble. Mais si on impose une manière de faire, c'est exactement ce qu'ils vivent sur les réseaux sociaux. Ils voient ça. Le monde impose. Donc si on leur impose, c'est directement croise les bras et ils changent de direction. Mais si on s'arrête, qu'on essaye de comprendre, il y a une telle souffrance là derrière. Il y a une telle peur, il y a un tel désengagement, on le verra aussi demain. Et je crois vraiment que la clé pour rejoindre ces jeunes, c'est passer du temps avec eux et les sécuriser. Les projeter dans quelque chose, ça leur fait tellement peur, parce qu'elle a tellement peur de l'échec. Comment on peut les accompagner pas à pas? Dans le leadership, c'est de dire, viens, on fait mois après mois. Ok, ça fait 3-4 mois, ça se passe bien, t'es ok, on va pour 6 mois, on se met sur un projet à 6 mois, je suis là. Jésus, il a fait, ils ont regardé. Jésus, il a fait, les disciples ont aidé. Ensuite, les disciples ont fait, Jésus a aidé. Ensuite, les disciples ont fait, et Jésus a regardé. Ensuite, il les a envoyés. Et je pense peut-être que pour cette génération, une des clés, c'est que ça prend beaucoup plus de temps de faire et qui regarde, et de faire qui nous aide un peu qu'avant. Avant, on avait plutôt envie de dire, laisse-moi la place. Moi, si tu me retiens trop longtemps, je défonce ton truc, moi, donne-moi ma liberté. Mais cette génération, elle a besoin, à l'inverse de nous, d'être beaucoup plus longtemps accompagnée. Est-ce que nous avons la patience? Est-ce que nous avons le cœur? Et je suis sûr qu'on verra des fruits. Parce que des fruits, on peut déjà en voir. Ça prend du temps, mais je crois que c'était aussi une clé que Jésus nous a appris de prendre du temps avec cette génération.